Je commence à enregistrer. Hein. Voilà, je commence à enregistrer, que vous sachiez. Ça va permettre que vous puissiez revenir sur ce qui va être dit sans que ce soit un problème. Alors, je propose qu'on commence et puis viendra qui viendra et puis on va faire avec. Voilà, doucement, doucement. Donc, Sandrine, c'est moi. Pour celles qui me connaissent, il n'y a que Ofra qui me connaissent vraiment. Esther, on s'est rencontrés une fois comme ça, vite fait. Donc, du coup, Ariel, au moins pour toi, je vais expliquer la suite. Voilà. Donc, à la base, je suis arrivée en Israël il y a 15 ans avec mes diplômes et ma carrière de psychologue pour enfants et orthophoniste. J'étais spécialisée en neurologie, en développement de la personnalité et de l'intelligence. Voilà, j'avais fait pas mal de choses avant, très intéressantes. Et je savais bien qu'il y aurait du changement, mais je ne savais pas à quel point. Et donc, oui. Mais bon, voilà, Gamzele Torah. Ça a été tout le chemin, en fait, de se dire, c'est pas forcément ce qu'on attendait, mais il faut comprendre que c'est par là qu'on doit passer. Et donc, au bout de quelques années, quand j'ai voulu faire jouer mes équivalents, j'ai compris ma douleur. Et j'ai donc considéré que, on s'était préparé au changement, alors il fallait l'accepter. Et donc, je me suis laissée guider. C'est à peu près à ce moment-là, quelques années après que j'ai rencontré Ofra, à un moment où je n'allais pas très bien, j'avais pris beaucoup de poids, où j'avais énormément d'allergies. Mon corps me disait que la vie que je menais ne me convenait pas, évidemment. Et j'ai été suivie en kinésiologie. Ça m'a aidée. Hein. Sur un bon bout de chemin, ça m'a aidée. Et Ofra m'a aidée également. On a mis en place des choses au niveau alimentaire. Et puis, en fait, au fur et à mesure que mon corps s'est stabilisé, mon esprit s'est stabilisé également. Et les choses sont venues à moi les unes après les autres. Donc, ça a commencé par une rencontre virtuelle avec un rave, un cours d'un rave qui m'a beaucoup, beaucoup impressionnée à ce moment-là. J'ai pris contact et très rapidement, je me suis inscrite à sa formation. Et donc, avec lui, j'ai pu apprendre des bases de Kabbalah sur le fonctionnement des énergies, de l'énergie en général. Et pour moi, c'était complètement nouveau, puisque je venais d'un univers plutôt scientifique, enfin, neurologie et tout, c'est vraiment très, très carré. Et j'avais bien cette espèce d'intuition qui était là et qui m'encombrait, en fait. Je ne savais pas trop quoi en faire. Donc, j'ai étudié 1 an et demi avec ce RAF. Ça a été une année vraiment intense. Et puis, comme je posais beaucoup de questions qui gênaient parce que j'étais précise dans mes questions et que donc j'attendais des réponses aussi précises, rapidement, il m'a un peu envoyé paître en me disant, écoute, tu veux savoir, t'as qu'à t'inscrire au Igoud Ben Leumi à Tel Aviv. Et c'est comme ça que je me suis inscrite en Soudjok et que j'ai fait la formation. J'ai eu mon diplôme et toujours en me laissant guider. Donc, le Soudjok, très, très bien. Au bout de quelques mois, vraiment, on commence à pratiquer au quotidien des petites choses simples. Et franchement, depuis, il n'y a pas un jour où je n'utilise pas le Soudjok pour une chose ou pour une autre. Donc, vraiment très, très bien. Mais je restais un peu sur ma faim dans la partie spirituelle, même si c'est vrai que ceux qui avancent loin en Soudjok arrivent à accéder à ces choses-là. Moi, je n'étais pas assez patiente pour ça. Et puis, de toute façon, j'en voulais beaucoup plus. Donc, ça ne pouvait pas me suffire. Et voilà, quand on est prêt, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et donc, Dieu m'a envoyé d'autres personnes sur mon chemin, dont quelqu'un qui étudiait la bioergonomie. Je suis donc allée voir ce que c'était. Donc, elle m'a fait un premier soin, un deuxième soin. Je trouvais que c'était intéressant parce qu'il y avait vraiment des choses qui sortaient que j'avais jamais. Même moi, je ne m'en souvenais pas. C'est pas que j'en avais parlé à qui que ce soit. Et les liens avec ce que tu vivais étaient intéressants. C'était vraiment intéressant. C'était une démarche qui m'intéressait. Et donc, je suis allée voir qu'est-ce que c'était exactement. J'ai été au MEVO, la bioergonomie. Et donc, c'était la fameuse séance d'introduction qui était gratuite. Et ça a été une véritable révélation pour moi. Vraiment une révélation. C'est-à-dire que non seulement je me suis inscrite tout de suite, mais en l'espace de 6 mois, j'ai fait toute la formation. C'est-à-dire que ça a été une boulimie de... Voilà, j'étais prête. C'était le moment. C'était le moment. Tout est descendu d'un coup comme ça. Et franchement, ça fait maintenant 3 ans, je crois. Et je pratique la bioergonomie vraiment, vraiment au quotidien. C'est l'essentiel de mes soins en réalité. Et même quand j'utilise les autres outils, j'utilise la bioergonomie. Et donc, le principe c'est qu'on est
on se connecte à l'énergie de la personne, à son énergie vitale, donc c'est au-delà de son corps, même si elle est plus vivante, on peut encore être en contact. On peut poser des questions, pas à la personne, mais à Dieu, et dans l'espoir que c'est lui ou son représentant qui nous répond, on a des réponses sous forme de clignement de paupières, et ça nous donne des réponses en termes de oui, non, combien. C'est nous qui fixons le code en réalité, et on se laisse comme ça guider. Et c'est très, très impressionnant parce qu'au fur et à mesure, donc on part du prénom de la personne et du prénom de sa mère. Hein. Voilà les informations que j'ai en début de soin et je ne veux pas avoir autre chose. Et le premier soin peut durer 2 heures. Hein. C'est souvent assez dense. On se laisse guider, on obtient des informations qui n'ont de sens que pour la personne qui les entend. On est là pour transmettre les informations et pas pour les analyser, pas pour les interpréter. Donc, on transmet comme ça les informations au fur et à mesure d'une part, pour amener la personne à comprendre ce qui lui arrive, et d'autre part, au fur et à mesure qu'on procède, il y a des protocoles qui nous permettent d'équilibrer, de débarrasser, libérer, nettoyer, réparer. Et donc, on fait notre petit travail technique, mais concrètement, pour la personne, ça donne une grande bouffée d'oxygène et ça permet d'avancer chacun avec ce qu'il peut faire. Et ce n'est pas nous qui évaluons ce que la personne peut faire à ce moment-là. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. On sort de nos limites complètement subjectives, forcément. Ça demande aussi un travail sur soi, évidemment. Et ça demande de la curiosité et de toujours aller à la pêche aux outils, aux moyens d'utiliser ça. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que dans cette formation, ils ont mis en place un système de tirgoulim, c'est-à-dire qu'il y a des séances, on s'inscrit évidemment, et on paye évidemment, et tous les 15 jours à peu près, on fait un Zoom avec d'autres et avec un assistant, et on travaille sur un sujet en particulier, on fait les soins les uns aux autres, enfin, on affine l'outil. Et franchement, c'était un très bon investissement. C'est très cher, mais c'est un très bon investissement, avec un grand bémol, mais vraiment de taille, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est enseigné par des gens qui sont religieux ou qui ont des connaissances en Torah. Et du coup, ils font une espèce de grand brassage de tout un tas de choses qui n'ont rien à voir avec notre... voilà, et c'est là c'est là que du coup, il y a un bémol, parce que il faut comprendre l'outil et puis en prendre ce qu'il y a de bon. On n'est pas forcément allé dans tout ce qu'on veut nous faire faire ou dire. Parce que voilà, ils sont pas fiables. Ils sont pas fiables. Que si on fait des soins en bioergonomie, il faut le faire avec quelqu'un qui a la hiérarchie Shamaïm et qui est religieux, parce que sinon on est vite embarqué dans des trucs qui n'ont rien à voir avec complètement de semi-rouhaniout, chamanisme et autres. Enfin, c'est pas de chez nous du tout. Mais l'outil est vraiment très très intéressant. Et puis voilà, donc au fur et à mesure, je me suis rendu compte que l'outil était très intéressant, mais je ne pouvais pas me fier complètement au cadre. Et donc, évidemment, j'ai demandé de l'aide. Et c'est là qu'on m'a envoyé le docteur Gila Gabrielov, qui est docteur en gémologie, docteur en sciences du comportement. Elle a un post-doctorat dans l'utilisation du lithium des pierres pour les mania depressia. C'est un pont. C'est une dame qui doit avoir 75 ans, qui est en shlichut du rabbi sur l'utilisation des pierres selon l'avenir à Rochen. Donc, une femme. Rappelle son nom. Gila Gabrielov. Gila Gabrielov. Allez voir sur Internet. Elle a un site Internet où elle vend ce qu'elle fait. Elle n'enseigne plus beaucoup parce qu'elle n'est pas toute jeune et que notamment cette année, elle voulait écrire. Donc, par exemple, cette année, elle n'a pas ouvert de formation ou elle a fait des petites formations, mais pour les anciennes. Il n'y a pas de nouvel arrivage de thérapeute de chez elle. Et il y a plein d'autres gens qui font des formations, mais elle, franchement, elle est balèze et elle a avec elle... elle est née dans un magasin de pierres. Ses parents vendaient des pierres, des bijoux en pierre. Donc, elle est tombée dedans quand elle était petite, quoi. Et donc, elle a une connaissance absolument faramineuse. C'est une femme d'une grande finesse, une culture absolument impressionnante. Et donc, voilà. Donc, j'ai appris les pierres. Qu'est-ce que c'est que les pierres? Comment ça fonctionne selon la Torah? C'était aussi la grande nouveauté, c'était le selon la Torah, parce qu'on peut trouver sur Internet plein de choses sur les pierres, mais ça ne nous renseigne pas sur ce que dit la Torah et quelle est la logique.
Et donc, avec Gila, nous avons appris à utiliser les pierres, à faire des diagnostics à partir des pierres et à soigner en utilisant des pierres. Voilà. Wow. Donc, ça, c'est pour le cheminement. Et puis, ben voilà, ça fait 2 ans que j'ai commencé à travailler à apprendre avec Gila et à suivre ses formations. Et ça ne me suffit plus. Donc, là, ce qui s'est présenté, c'est un kabbaliste qui enseigne le secret des lettres de la Torah, enfin le secret des lettres hébraïques, selon un très ancien livre de Kabbale qu'il a traduit, qui était à la base écrit à la main sur des feuilles de papier, et qu'il a traduit et qu'il a mis en page. En fait, il y a eu 2 livres qui sont sortis, Sefer Malchut et Kesef Tsarouf. Et donc, aujourd'hui, il fait des ateliers pour apprendre à utiliser ce qui est expliqué dans ces livres. Donc, je suis son atelier avec beaucoup, beaucoup d'assiduité, d'autant plus que, en fait, les pierres sont à considérer comme des lettres, exactement de la même façon. Elles fonctionnent exactement de la même façon. C'est comme si Dieu avait voulu écrire des brachot et qu'au lieu de nous laisser des petits mots partout, il nous avait laissé des pierres. Voilà. Et donc, c'est évidemment très intéressant. Et je dis, bon, bah, on n'a pas fini, hein. Il y a toujours de quoi apprendre. Donc, voilà comment je suis arrivée à utiliser les pierres aujourd'hui. Et donc, je les utilise dans mon quotidien, sur moi, sur les enfants, dans la maison, au travail, vraiment partout. J'essaye de ne pas envahir les autres avec mes pierres. Bon, en même temps, on n'est pas obligé de prendre des pierres qui sont très, très grosses. Et ça peut aussi s'associer à d'autres outils sans aucun problème, dès lors qu'on comprend comment ça fonctionne. Voilà. Donc, le principe, c'est que, en fait, je vais vous expliquer comment ça fonctionne une pierre, qu'est-ce qu'il y a à savoir au départ, et puis je pense que vos questions émergeront au fur et à mesure. Voilà. Donc, les pierres ont toutes une formule de base commune, à savoir de l'eau et du silicone. Et ça va être la concentration en eau qui va déterminer la dureté de la pierre, en fait. Ça va déterminer les liens entre les molécules, et plus les liens sont larges, plus la pierre est molle, et à l'inverse, moins il y a d'eau, plus les liens sont courts, et plus la pierre est dense. La pierre la plus dure, devinez laquelle c'est? Le silex. Non. Ah non, il y a bien. Le graphite. Non, plus Non. que ça. C'est ce que tu as dans la main, là? Ah non, ça c'est un Bersten. Non, c'est parce qu'il y a du scotch dessus que je suis en train de nettoyer. Non. La pierre la plus dure. Que vous connaissez Le tous. galet. Le galet. Le diamant. Le diamant. Le galet. Le diamant, c'est la pierre la plus dure. Donc, les pierres sont classées sur une échelle de 0 à 10, qui s'appelle l'échelle de Mohs. Et donc, 10, c'est le diamant, que seul le diamant peut casser. Ça veut dire que si vous mettez du diamant sur du verre, vous coupez le verre. Vous mettez le diamant sur du métal, vous coupez le métal. Mais le diamant, il bouge pas. Il y a des scies à diamant. Exactement. C'est pour ça que pour forer des tunnels, on utilise des foreuses avec un diamant au bout. Pour les puits de pétrole, les foreuses sont aussi également équipées de diamants. Évidemment, ce n'est pas le diamant joyeux. Le but, ce n'est pas qu'il soit pur et sans aucune tache, mais par contre, qu'il soit de bonne structure et qu'il puisse tenir compte. Parce que le diamant, s'il se casse, va se casser selon sa structure interne. D'accord? C'est comme des Legos. Et donc, quand on va casser un bloc de Lego, ça ne va pas se casser au milieu, ça va se casser selon les morceaux qu'il compose. Le diamant ou les pierres en général, c'est exactement la même chose, parce que la pierre fonctionne exactement comme une fleur. Je vous montre. Voilà. Ça, c'est un bloc de fluorite. Et si vous regardez bien, on voit qu'il y a des pics, en fait, des fleurs. D'accord? C'est des bourgeons. Et la base, vous voyez, c'est ce qui repose sur le support qui peut être n'importe quoi, une autre pierre, un caillou ou de la terre. Et en fait, la fluorite ne va pousser que en reproduisant cette forme de base. Je vous le montre sur l'améthyste où c'est carrément beaucoup plus visible. Voilà, avec les jeux de lumière, vous voyez, ça fait des petits points de brillance. En fait, la fleur de base, elle est plus petite et elle se reproduit comme ça à l'infini. C'est le propre du cristal, en fait, qui exactement fonctionne comme une fleur, sauf qu'une fleur va fleurir en 2 semaines et un cristal va fleurir en milliers d'années. Ça veut dire qu'il y a une structure qui est intrinsèque
qui peut être à l'extérieur ou à l'intérieur du cristal. Je vais vous montrer exactement pour que vous vous rendiez compte. Voilà un cristal de roche tel qu'il pousse dans la nature. Il n'est pas taillé, d'accord? C'est vraiment sa forme. Peut-être qu'ils l'ont lissé un petit peu pour que ce soit plus joli, mais c'est vraiment sa forme et vous voyez sa pointe, d'accord? C'est la forme de tous les cristaux. Et en fait, la taille va permettre de révéler la beauté de la pierre. Ça va lisser certains endroits et si vous regardez l'image, en fait, la transparence de la pierre, vous allez voir qu'elle n'est pas du tout régulière. Il se passe plein de choses à l'intérieur et en fait, ce qui se passe à l'intérieur est tout simplement le récit de ce qu'elle a vécu. C'est pour ça que chaque pierre est unique et qu'on pourrait retrouver l'histoire, l'historique de l'éclosion de ce cristal uniquement si on savait lire chacune des traces qu'on trouve à l'intérieur. Je vais vous en montrer. Je vais essayer de l'autre côté. C'est pas grave. Je vais vous montrer un autre pour que vous vous rendiez compte. C'est du fluorite. Donc, ça correspond à ça, sauf que ça a poussé beaucoup plus. D'accord? Il est plus clair aussi. Ça veut dire que sa composition chimique n'est pas tout à fait la même. Mais ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous voyez qu'à l'intérieur, il y a une structure qui est différente. Donc, voilà, ça veut dire que s'il se casse, il va se casser en reproduisant toujours la même forme. On va avoir plein de morceaux qui vont se couper selon les axes qui sont à l'intérieur. C'est très important cette structure interne de la pierre parce que vous avez des pierres qui vont avoir une structure très régulière, des pierres qui vont avoir des structures moins régulières et des pierres qui sont ce qu'on appelle amorphiques, ça veut dire que la structure elle est un petit peu dans tous les sens, et des pierres chaotiques. L'exemple type de la pierre chaotique, c'est par exemple l'opale. Alors, l'intérêt de sa structure, c'est que je n'ai pas d'opale à vous montrer parce que je ne prendrai jamais d'opale à côté de moi. Pourquoi? Parce que c'est une pierre de chaos. Le chaos qui est à l'intérieur de la pierre va être véhiculé avec la pierre elle-même. Et très souvent, nos grands-mères se faisaient faire une bague avec une opale parce que c'est très beau l'opale, ça brille, effectivement, c'est luminescent, effectivement. Et en fait, c'est très séducteur. Mais le problème, c'est que c'est une pierre qui peut se retourner contre celle qui la porte, qui devient dangereuse. Et les plus grands accidents de carrières qui s'écroulent sont dans les carrières d'opale. Donc, c'est pour ça que l'opale, c'est exactement une pierre que je ne prendrai pas. Alors là, je vous montre des petits bouts d'une fluorite qui s'est cassée. Hein. Donc, c'est toujours cette pierre-là, sauf qu'elle était roulée, donc elle était polie. Et si je les mets ensemble, on voit que ça forme deux morceaux qui s'assemblent. Et elle est tombée, elle s'est cassée. Et on retrouve, quand elle s'est cassée, on retrouve cette structure à l'intérieur de la pierre. Elle ne s'est pas cassée en 1000 morceaux. Elle s'est cassée comme un bloc qui explose, en fait. Mais en explosant, elle garde cette structure interne. Vraiment le principe de la pierre. Alors, on a 3 grandes catégories de pierres qui vont être liées à leur mode de création. Une première catégorie qui sont les pierres issues de la lave qui s'est refroidie. Par exemple, l'améthyste, comme je vous l'ai montré, qu'on va trouver sous forme brute ou qu'on va trouver sous forme lisse, plus ou moins poli. Ça, c'est au choix de celui qui s'en occupe. Elle va être plus ou moins transparente également. Il y a plein de formes d'améthyste. Tout ça, c'est de l'améthyste. La différence, ça va être que la structure va refléter plus ou moins les rayons de la lumière et du coup, ça va donner cette notion de transparence. Donc, première catégorie, c'est une boule de lave, donc en fusion, qui se refroidit. Et en se refroidissant, l'extérieur, vous voyez, ça ressemble à du béton, c'est vraiment très, très dur. Ouais. L'extérieur se solidifie et à l'intérieur, il y a une bulle d'air. Et dans cette bulle d'air, commence à fleurir le cristal. Une petite seconde. C'est bon. J'ai entendu. Avant qu'elle va se calmer. Voilà. C'était Micheloir, il valait mieux que j'arrive avant qu'il reparte en courant. Elle va s'arrêter tout ça. Bien. Donc,
Première catégorie, la boule de lave qui va se solidifier brusquement et donc à l'intérieur va commencer à fleurir le cristal. Ça, c'est la première possibilité. Selon le nombre de fois où il va y avoir une éruption volcanique, alors on peut avoir une variation de la température et ça va donner des variations de la pierre à l'intérieur, du cristal à l'intérieur de cette coque. Et par exemple, l'améthyste, une fois qu'elle est chauffée à plus de 1000 degrés, elle se transforme en citrine. C'est quoi la citrine? Alors, je vais vous montrer la citrine. Oh ben donc. Là, voilà. Et la Donc, tourmaline voilà. aussi, ça vient de la lave. Ah, d'accord. Ça vient de la lave. Oui, ça vient de la lave et la composition chimique de l'améthyste et de la citrine est exactement la même. Mais aujourd'hui, on trouve très, très peu de citrine naturelle. La vraie citrine naturelle, elle est beaucoup plus claire. Elle a une couleur mielleuse qui est très jolie. Donc aujourd'hui, ce qu'on trouve, c'est de l'améthyste qui a été chauffée artificiellement à 300, à 500 degrés. En fait, la pierre, elle est brûlée. Ça donne ce côté un petit peu c'est ça. C'est une couleur brune comme ça qui est… Exactement. Alors, je vous la montre sous forme plus transparente, hein, parce que là, c'était la forme brute. Donc, celle-ci, elle est polie. Donc, ils ont profité pour garder un peu plus de transparente. Elle est plus claire. Mais c'est une citrine qui a été chauffée. La plupart des citrines aujourd'hui sont chauffées. C'est de l'améthyste qui a été chauffée artificiellement. Donc, on ne va pas pleurer sur ce qui reste. C'est comme ça. Donc, on fait avec. Mais du coup, vous avez deux prix dans les citrines. Vous avez les citrines authentiques qui coûtent assez cher et les citrines chauffées qui coûtent beaucoup moins cher parce que l'améthyste n'est pas une pierre chère du tout. Voilà, donc ça, c'est le premier groupe de pierres. Le deuxième groupe de pierres, ce sont des pierres qui sont composées de sédiments qui vont s'agglutiner et avec le temps, ça va les compacter et les couches de sédiments vont appuyer les unes contre les autres, ça va les comprimer. Et on va se retrouver avec des pierres qui sont faites de plein de petits bouts, éventuellement de plein de petits morceaux d'autres choses. Alors, je vous montre un exemple. Ça ne donne pas du tout la même chose, vous voyez. Alors, c'est un morceau d'azurite qui se transforme au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est bleu. Et ça se transforme au fur et à mesure en vert, qui est de la malachite. Ce n'est plus du tout la même pierre. C'est simplement que l'azurite, au fur et à mesure, absorbe l'humidité. Et ça provoque une transformation chimique. Et du coup, elle s'oxyde, elle devient verte. La présence du fer dans la pierre donne du vert, et non pas du rouge comme on pourrait s'y attendre. Voilà. Et alors ça, par exemple, on va le retrouver dans les tableaux au Louvre, tous les tableaux comme ça, Moyen-Âge, Renaissance, utilisaient des pigments bleus azurite, parce que c'est un bleu très, très beau. Donc, c'était de la poudre. Sauf qu'avec le temps, l'azurite s'oxyde au contact de l'humidité. Et les tableaux qui étaient dans les tons bleus virent au vert aujourd'hui. Et c'est le processus normal. Voilà, c'est le processus normal. Donc, c'est pour vous montrer en même temps que la pierre, elle évolue. Elle est vivante et elle évolue. Donc, exemple de sédiments qui s'agglomèrent. Et puis, vous avez aussi les pierres qui viennent de fossiles. Par exemple, je vais vous montrer de l'ambre, qui n'est rien de plus que de la résine de pin fossilisée. Bon, ça prend des milliers d'années, hein, ça ne se fait pas en une fois. Voilà, je vous montre également, je vais vous les montrer, ils sont là. Ah, voilà. Voilà. Alors, je vous montre dans le puits de pierre fossilisée des coquillages qui sont des ammonites. On va retrouver comme ça des fossiles, hein. Vraiment fossiles, hein. Vous avez la coquille de l'autre côté, c'est irisé. Ouais. En fait, ça s'est transformé en pierre avec le temps. Pareil, le bois fossilisé se transforme en pierre avec le temps. Et ça, voilà, c'est de l'ambre. Et ça, c'est une ambre qui est fluorescente la nuit. Elle devient bleue la nuit, marrant. Et l'ambre va avoir plusieurs couleurs parce que ça va dépendre de sa concentration, du type de pain dont elle est issue et de son origine, de l'endroit géographique. Voilà, ça c'est aussi de l'ambre, c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus clair. Alors évidemment,
la grande mode, c'est de trouver de l'ambre avec des petits insectes dedans pour montrer que c'est authentique et que oui, et ça coûte très très cher quand on trouve un insecte. Voilà. Et on a des pierres qui sont beaucoup plus récentes, qui sont le chilouve de l'un et de l'autre en fait. Et je vais vous montrer une. C'est pas qu'elle soit belle, mais enfin, je trouve, voilà. Ça s'appelle la Super Seven, qui est un ensemble de 6 pierres différentes, dont la métisse, la coxite, la cacoxite, enfin voilà, il y a au moins 6 pierres différentes, et ça en fait une super pierre parce qu'elle n'a pas besoin d'être rechargée. C'est une batterie permanente. C'est comme si vous disiez une batterie au lithium version pierre. Là voilà. Je vais vous montrer une autre pierre, peut-être que ça va bien donner là, qui va vous montrer qu'est-ce que ça peut faire l'agglomération de sédiments. Donc, c'est une lapidolite dans laquelle il y a du mica. Alors, à la lumière, ça donne des petits points scintillants. Voilà. Une pierre excellente contre la dépression, par exemple. Donc, le principe, c'est qu'une pierre, elle a donc, vous l'avez compris, une composition chimique et elle a une histoire. Donc, il y a la composition chimique de base, mais son histoire va faire qu'elle va se charger ou non de certains minéraux, ce qui fait que chaque pierre, au bout du compte, a une composition qui lui est propre, même si en grand, on sait que la composition de l'améthyste, c'est cette formule, et que la citrine, c'est cette formule. Concrètement, chaque fois qu'on prendra une pierre, chaque pierre aura un dosage différent. Et c'est ce qui fait dire qu'en fait, les pierres sont des médicaments de Dieu. Ça veut dire que Dieu a créé chaque pierre avec une adresse dessus. Elle correspond à une personne, à un besoin particulier. Et donc, la seule chose qu'il y a véritablement à savoir, c'est que si la pierre vous attire, c'est qu'elle est pour vous. Nous avons, par exemple, regarde l'exemple de l'opale, Sandrine, tu parlais de l'opale qui attirait les gens, etc., et qui était très belle. Alors, tu vas dire ça va attirer les gens, mais c'est pas pour eux, quoi, obligatoirement. C'est parce que c'est uniquement la beauté qui va attirer. Tu as raison, c'est pour ça que il y a peu de pierres qui soient comme ça. Je crois qu'il y a même que l'opale qui soit à ce point-là. Il y en a d'autres qui sont un petit peu à prendre avec des pincettes, mais l'opale, c'est vraiment, vraiment quelque chose de particulier. Et j'en ai pas. Voilà, j'en ai pas. J'en avais au début, je les ai enterrées. Et je veux être sûre de ne pas les retrouver. C'est-à-dire, voilà. Non, je te comprends, mais c'est Mais intéressant. si je me souviens bien, en laboratoire, on fait, en laboratoire de groupe sanguin, on ne fait nos examens, nos recherches de groupe sanguin que sur des plaques d'opaline. Alors, l'opaline n'est pas une pierre. L'opaline, je vous en montre une. Ouf. Tu m'étonnes, j'ai travaillé des mois et des mois en groupe sanguin. Oui, alors, je vous la montre. Alors, elle a le côté translucide, brillante, comme ça, un petit peu comme l'opale, et presque cette impression de lumière à l'intérieur, comme on pourrait avoir avec l'opale. Mais c'est une pierre de synthèse. Elle a été fabriquée par l'homme, et ce n'est pas une pierre. D'accord, donc tu ne risques rien, Ofra, c'est bon. Voilà, donc tu ne risques rien, Ofra, il n'y a pas de problème. Voilà, j'en ai une pour les enfants tout à l'heure. Voilà, je voulais les enfants. Quand tu disais que. Tu m'entends? Oui. Quand tu disais que le bois, ça pouvait transformer en pierre, je n'ai pas compris comment ça pouvait devenir le morceau de bois, ça pouvait devenir de la pierre. Alors, ça prend des milliers d'années et le bois devient de la pierre, il se fossilise. C'est le principe du fossile, en fait. C'est que les molécules se déchargent de leur eau et elles s'associent à l'élément qui est autour, en fait. Et donc, voilà, ça donne ça. Et voilà, l'autre question, c'était quoi la pierre antidépression que tu as dit c'est la lapidolite, mais il y en a d'autres, il y en a d'autres. Mais au fur et à mesure, je vous montre, voilà. Cette petite-là, qui existe dans des teintes différentes d'ailleurs. Elle existe, elle est un peu plus rosée, ça dépend. Elles sont pleines de lithium, c'est ça? Oui, il y a beaucoup de lithium dedans, tout à fait. Comment elle s'appelle? J'ai pas entendu le nom. Voilà, lapidolite, mais on peut trouver du lithium aussi sous forme de pierre. Ah ouais, ça ressemble, j'en ai pas ici, mais ça ressemble à une espèce de cristal opaque brillant. On peut le donner à des gens en remplacement du lithium qu'ils prennent par voie orale? Pas en remplacement parce que tu prends des risques, d'accord? S'ils sont sous lithium, c'est qu'il y a une mania dépressia derrière et que tu peux pas les déstabiliser comme ça. Donc, ce qu'on fait, c'est que on a sous forme de gouttes, en fait, d'extraits de pierre. Et on leur fait prendre les extraits de pierre et au fur et à mesure que
que le corps absorbe et intègre. Il faut savoir que les minéraux dans les pierres sont très, très concentrés et ils sont naturels. Ça veut dire qu'ils sont directement intégrés par le corps. Il n'y a pas de résistance. Donc, il suffit de très, très petites quantités. Et à ce moment-là, la pierre, elle a une propriété, c'est qu'elle équilibre. On n'a pas à décider. Tout en prenant le médicament pour l'instant. Oui, oui. Au début, on l'associe. Et en fait, comme l'état de la personne s'améliore, le médecin de lui-même baisse ce qu'il donne en lithium. Et le médecin, pourtant, tous les X temps, il fait faire un taux de lithium pour voir s'il n'a pas dépassé les doses. Et là, ça ne va pas augmenter le taux de lithium? C'est pour ça qu'il va falloir le faire en association avec le médecin. D'accord. Voilà. Très, très important. Très, très important. Notamment les gens qui maigrissent vite et qui sont sous lithium, très important qu'ils fassent leur prise de sang tous les 6 mois. Vraiment très important. Parce qu'on peut et leur petit coup d'éclayote, parce que le lithium des médicaments, ça bousille, ça mène à la dialyse. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est vraiment très, très important. J'ai une petite question. Il y a des bons résultats, oui. Tu as dit tout à l'heure, il y avait les pierres chaotiques et les pierres amorphiques. C'est quoi une pierre amorphique? Alors, c'est au niveau de sa structure. Ça veut dire qu'on ne peut pas la catégoriser. Il y a, je crois, 7 ou 8 structures possibles. Et l'une des 8, ça s'appelle amorphique. Ça veut dire qu'elle est différente de toutes les autres. Voilà, c'est une histoire de nomenclature. Simplement, ça va nous donner une notion de ICDR. Ça veut dire que cette pierre va véhiculer avec elle quelque chose qui va remettre en cause l'ordre établi. D'accord? Et comme ça se passe dans sa structure interne, ça va se passer dans son influence sur nous. Et c'est quoi les pierres qui contiennent du calcium amorphique, par exemple? Voilà, calcite. Toutes les calcites contiennent du calcium. Et aussi les calcédoines. Pareil, contiennent beaucoup de calcium. Et on peut, alors elles sont très, très utiles pour la douleur, pour lutter contre les douleurs. Elles font un travail de nettoyage, en fait. Et du coup, on peut les utiliser simplement en les posant sur soi. Donc, voilà un autre exemple brut, ce que ça donne. Là, c'est taillé. Et là, c'est brut. Et très, très utile pour les gens qui ont des douleurs articulaires, des douleurs au niveau des épaules, les problèmes de calcification. Voilà, tout ça, c'est très, très utile. Ça existe sous forme de gouttes. C'est plus facile à prendre parce que sinon, il faut porter les pierres en permanence. Et autant de minéraux pour les reins, ça bousille pas les reins à la longue? Non, parce que le corps ne prend que ce qu'il a besoin. Et tu n'es pas obligé de les prendre en interne. Tu peux simplement les poser. Ah. Alors, du coup, j'aborde le sujet maintenant. Comment agit une pierre? Une pierre agit en la voyant. Simple fait de la voir, elle nous fait quelque chose. Une pierre agit en la touchant. Simple fait de la toucher, de la triturer comme ça nous fait aussi quelque chose. Et on le fait spontanément sans réfléchir. La pierre agit quand on la pose. Et donc, on va de préférence la poser sur les centres énergétiques du corps, c'est-à-dire les chakras. Et la pierre agit également en interne, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de laisser la pierre tremper dans de l'eau. Donc, en général, pour faire le chikouï, donc l'élixir, ça s'appelle, on prend une pierre plutôt petite, c'est-à-dire cette taille-là, on la laisse dans un verre d'eau, et au bout de quelques jours, l'eau s'étant chargée des minéraux de la pierre, on peut utiliser cette eau. Soit on boit, et par exemple, il y a un set de pierres pour le diabète, où il y a 7 pierres, et on les laisse tremper comme ça dans l'eau, et on boit le verre d'eau tous les jours, on remplit à nouveau d'eau, et le lendemain, on boit à nouveau cette eau, et une fois par semaine, on met les pierres à recharger. Comment on met les pierres à recharger? Voilà. Je finis d'abord ça. Les deux diabétiques qui ont réagi là. Attention, le set ne fonctionne que pour le diabète type 2. Si vous êtes diabétique, mais ça ne marchera pas. recharger, ça me... Voilà. Et il y a en plus des gouttes qui se présentent comme des fleurs de bac, en fait, où cette fois-ci, c'est des très grosses pierres dans très peu d'eau, donc la concentration est maximale, et donc on n'a pas besoin de prendre tout un verre d'eau, on a besoin de en fait, c'est 4-5 gouttes, donc avec la pipette, matin, midi et soir, et ça fait exactement le même effet, et on n'a pas à se prendre la tête avec recharger les pierres, les purifier ou pas. Donc, autre possibilité, donc je vous ai dit la pierre dans de l'eau, par exemple, les problèmes d'acné. On prend un quartz rose, donc là, je vous le montre en très gros, mais on n'est pas obligé de le prendre aussi gros, hein. Il y en a des beaucoup plus petits.
Là, je ne l'ai pas sous la main. Vous le mettez dans un verre d'eau. Voilà, au bout de 3 jours, vous obtenez un élixir. Il suffit de prendre un coton, de le tremper dans cette eau et le passer sur les zones où il y a de l'acné. Et au fur et à mesure, d'un jour sur l'autre, ça va s'apaiser et ça va partir. On peut aussi contrôler Et tu ne demandes pas de faire un petit contrôle de nutrition, de nettoyer le foie, Alors, oui, mais pas tout en même temps. C'est-à-dire que là, je vous explique comment ça fonctionne. Après, dans le diagnostic, c'est important, effectivement, tu as raison, effectivement, d'analyser la situation. Tout le monde, on va tous se jeter sur la pierre du diabète, mais peut-être pas respecter la nutrition. On va tous se jeter sur la pierre, le quartzerol pour enlever. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens dans le sens où je ne me permettrai pas de modifier la prescription du médecin. Et je ne me permettrai pas de dire à quelqu'un, tu es suivi en kinésio ou en ça, laisse tomber, fais que ce que je fais. Non, surtout pas. C'est un complément. C'est un complément. Ça peut être une méthode unique, ça peut être une méthode préférentielle. En prévention, c'est parfait. Quand la maladie est installée, on a souvent besoin de faire appel à plusieurs solutions parce que le médicament tout seul ne suffit pas, ou la nutrition toute seule ne suffit pas, ou le sport tout seul ne suffit pas, etc., etc. Donc, c'est un outil qui est très utile. Autre possibilité contre les rides, c'est d'utiliser un quartz rose. Bon, celui-là, il est énorme, hein, mais tous les jours, vous lissez votre peau, faites un massage avec le quartz. Donc, il y a des… En silice. C'est du silicone, oui, tout à fait. C'est du silicone. Attends, silice et silicone, c'est la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. C'est du silicone, pas du silice. Voilà. Et donc, on obtient, notamment avec le rose quartz, un très, très bon résultat. Bon, il faut le faire tous les jours, quoi, mais si vous êtes capable de tenir sur ce rythme, il n'y a pas de problème. Donc, la solution suivante, c'est les onguents. Donc, on introduit de la poudre de pierre dans des crèmes. Donc, le rose quartz, c'est vraiment la pierre des soins cosmétiques. Hein. Vraiment, les Égyptiens l'utilisaient déjà. Et manifestement, ça marchait très bien puisqu'ils en mettaient même dans les pyramides en réserve pour leur vie future. Donc, ça avait son pesant d'or, si j'ose dire. Et donc, ensuite, il y a l'utilisation des extraits. Pour faire un extrait, il faut quand même avoir un petit peu de pratique. D'abord, il faut des pierres très, très grosses, genre 1 kilo, qu'on laisse en attente sur une espèce de grille avec très peu d'eau en dessous. Et donc, on collecte les minéraux. Évidemment, ça prend du temps. Et ensuite, on peut utiliser ces minéraux sous forme de pipettes. Voilà, de petits flacons avec des gouttes. C'est utile. Le grand avantage de l'extrait par rapport au… L'élixir. À l'élixir, merci, je cherchais le mot. Un élixir, on ne peut pas mettre plus que 7 pierres dans un verre. Et on les atteint rapidement en réalité parce qu'on a tendance à adapter et ça va assez vite. Alors que quand on utilise un extrait, il peut y avoir jusqu'à 16 pierres dans un extrait. Okay. Donc, on obtient une formule beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche. Donc, c'est des options. D'accord? C'est des options. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'était, donc voilà les pierres, comment on peut les utiliser. On peut aussi utiliser l'effet contraire, c'est-à-dire que chaque couleur de pierre correspond à un centre énergétique, donc à un chakra. On n'est pas obligé de dire à la personne, mets la pierre à tel endroit. On peut très bien lui donner et lui dire, tu la mets là où la pierre t'appelle, là où ça te parle. Et en fait, quand on connaît les pierres, c'est très informatif parce qu'il y a des pierres qu'on va poser spontanément sur les endroits qui nous font mal et la douleur va disparaître immédiatement. Et à l'inverse, il y a des pierres, on va vous dire, voilà l'améthyste, on vous dit de la mettre entre les yeux parce que c'est une pierre qui correspond au 3e œil. En fait, je me suis rendu compte que quand j'avais des douleurs au niveau de la nuque, au cervical, si je mettais l'améthyste au milieu de ma nuque, eh ben, ça me calmait aussi la douleur. Donc, tout n'est pas écrit. Il y a des choses qu'on doit développer et connaître au fur et à mesure. Mais au niveau pratique, tu les fais tenir comment, tes pierres? Avec un sparadrap. Voilà, j'ai mon petit rouleau de sparadrap. Et on la met jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin de la mettre, jusqu'à ce qu'on ait plus mal. J'ai des pierres pour les sinusites, par exemple.
des pierres pour les sinusites. Ça marche vraiment très, très bien, les pierres pour les sinusites. C'est laquelle? J'ai pas entendu. Laquelle, la sinusite, la pierre pour la Alors, sinusite? bah oui. Alors, je vais essayer de vous les montrer en même temps. Elles sont là, mes pierres. Voilà. Aigues marine et lapis lazuli. Donc, je vous montre. Aigues marine et lapis lazuli. Je ne sais pas si vous voyez les couleurs correctement. L'aigue marine, on peut la trouver de meilleure qualité. Je vous la montre ici, transparente. Voilà. Donc, on les met ensemble sur la mastoïde derrière l'oreille, en fait. Il faut les scotcher les deux en même temps, de chaque côté, et on les laisse. Et en fait, ça fluidifie toutes les sécrétions et ça régularise les liquides, en fait. Et si je me faisais une paire de boucles d'oreilles, je faisais un trou dans les pierres et je me les ai... On peut? Oui, tout à fait. Tu peux aussi. Et du coup, ça nous... Oui. Vas-y. Non, mais ça nous mène à l'intérêt des bijoux. Ah, alors j'ai une question. À un moment, j'avais acheté de la tourmaline, que c'est de la lave la lave de volcan, qui est très riche en ions négatifs et qu'on l'avait acheté en bijoux et on le portait sur nous parce qu'il sortait, je ne sais pas comment on dit en français, à Macrine, des ions négatifs. Et comme on est très pauvre en ions négatifs et que le corps a besoin de beaucoup de ions négatifs, ça venait nous calmer. Et le type, bon, ils ont fait faillite. Ils n'ont pas fait faillite, on leur a fermé Bécoir, leur boîte. Ouais. Mais ils nous disaient, on peut les recharger, mais on n'a jamais su comment on recharge une pierre de tourmaline. Alors, la tourmaline, ça ressemble, j'en ai à la maison exprès. Oui, alors ça existe en plusieurs couleurs, c'est pour ça que je ne voulais pas donner de blé. Oui, il y a de la rose. La rose, elle est plus pour les problèmes de dépression. Il y a de la verte, il y a de la marron, il y a de la noire, il y a de la jaune. Alors, la tourmaline noire, elle a une grande propriété, effectivement, ces histoires de ions, mais concrètement, c'est une pierre qui va repousser toutes les énergies négatives qui se placent face à nous. Donc, elle protège la Hila face à nous. Et en général, on la couple avec une autre pierre qui va protéger la Hila derrière nous, de sorte que l'une avec l'autre, on a une vraie capsule hermétique. Et cette autre pierre s'appelle la shungite. C'est du charbon fossilisé. Shungite. Comment elle s'appelle? Shungite. S-H-U-G-I-T-E. Shungite, je vais vous la montrer. J'en ai là. Ruthi, il faut retrouver nos pierres. Voilà. S-H-U-G-I-T-E. S-H-U-N-G-I-T-E. Voilà, Shungite. Là, je vous montre la Shungite. Elle s'appelle comment, l'ivrite? C'est la même chose? Shungite, c'est pareil, oui. Et tourmaline, c'est tourmaline. Voilà. Comment on recharge les pierres pour la tourmaline et pour le reste? Alors, je vais vous donner le principe, d'accord? Selon la Torah, très important, parce qu'on dit beaucoup de choses et il y a beaucoup de n'importe quoi. Donc, je vous explique. Pour recharger une pierre, il faut d'abord la purifier, parce que la pierre, elle va absorber votre énergie, elle va absorber tout ce qui est autour. Donc, première des choses, il faut la purifier, donc lui permettre de décharger ce qu'elle a emmagasiné. Comment on purifie une pierre? De façon globale, on la passe sous l'eau du robinet. C'est le principe du mikvé. Mais il y a des choses qui purifient plus que d'autres. Si vous la mettez dans l'eau de mer, c'est le super top. Si vous la mettez dans une eau de rivière, c'est super top. Dans une flaque d'eau ou un lac, c'est beaucoup mieux que le robinet. D'accord? Okay. Mais si vous n'avez pas tout ça à portée de main, l'eau du robinet fait l'affaire. Ça, c'est pour la nettoyer. D'accord? La purifier. Dans un deuxième temps, il faut la recharger parce que votre pierre, elle a travaillé dur. Elle a absorbé, elle a travaillé pour vous, elle a donné. Et donc, elle a besoin de se recharger en énergie. Quelle est la seule façon de se recharger? C'est de se recharger en énergie divine, d'accord? En lumière divine. Où est-ce qu'il y en a le plus? Dehors. En dehors de la maison. Alors, pas au soleil, parce que le soleil va chauffer, mais à l'ombre, dehors. Voilà. À l'ombre, dehors. Donc, à la lumière directe, mais évitez le soleil,
parce que là, vous introduisez un biais qui est la chaleur, et à la longue, ça va ternir vos pierres. Donc, c'est dommage. Ce n'est pas grave, mais c'est dommage. Donc, ça, c'est le principe de base. Une pierre de tourmaline, elle peut nous servir toute une vie. Exactement. Mais dans la pratique, la tourmaline va s'effriter au fur et à mesure. C'est une pierre qu'on met en pierre de protection, par exemple, dans une maison. On la met face à la porte. Et on n'a pas besoin d'être exactement en face, mais il faut que la pierre soit, de son point de vue, en mesure de voir la porte. C'est comme si elle avait des yeux et qu'elle voyait la porte. Et s'il y a beaucoup de passages, au fur et à mesure, la pierre va s'effriter parce qu'elle travaille beaucoup. Parce que de temps en temps, il faut penser. Alors, normalement, quand c'est une pierre qu'on porte tout le temps, c'est une fois par semaine qu'il faut la recharger, enfin, la purifier et la recharger. Une tourmaline qui est en place dans un endroit où il y a du passage normal, je ne parle pas d'un bureau avec 50 personnes par jour, il n'y a pas besoin de le faire toutes les semaines. De temps en temps, vous y pensez, vous la rincez, vous la sortez à la lumière du jour pendant 3 heures. Pendant 3 heures, c'est ça. Mais il faut savoir que votre tourmaline, au fur et à mesure, elle va s'effriter d'une façon ou d'une autre, et c'est normal parce qu'elle travaille beaucoup. Alors, il nous avait dit, si elle se casse ou elle s'effrite, ne la jete pas, mets-la dans un pot de fleurs ou par terre pour Alors, que la nature en profite. Alors, voilà, on arrive à la deuxième possibilité qui est la pierre a subi un traitement qui est un peu difficile ou elle a travaillé de façon très difficile et on va avoir besoin de la purifier et de la recharger plus souvent qu'une fois par semaine. C'est le cas pour le rubis. Le rubis, qu'est-ce qu'il fait ? C'est le cas pour le rubis, voilà un rubis. Hein. Alors, on n'est pas en joaillerie, donc on ne va pas chercher les pierres les plus transparentes et brillantes et taillées, on s'en fout. Et puis, c'est bien dommage parce que de toute façon, ça coûte très cher et on n'a pas besoin de ça. Donc, voilà un rubis. Le rubis, c'est une pierre qu'il faut, quand on la porte, hein, évidemment, il faut la purifier tous les 3 jours. Si on ne le fait pas tous les 3 jours et qu'on l'utilise, à la longue, la pierre, elle risque d'exploser ou de perdre sa couleur. Parce qu'en fait, une pierre, c'est vivant. Donc, fait quoi, le rubis ? C'est la pierre de la femme. C'est une pierre qui est contre... Alors, Ofra, pour toi, c'est obligé. La pierre qui permet d'éviter les fausses couches. On ne peut pas accoucher avec un rubis, il faut le retirer. C'est une pierre qui permet de faire monter le lait quand on le met dans le soutien-gorge pour une femme qui vient d'accoucher, qui a peur de ne pas avoir assez de lait. C'est une pierre qui va renforcer tout le système sanguin, tout le système urinaire, tout le système utérin, donc le bas du ventre. C'est une pierre chez l'homme qui va réduire l'impuissance. Ah ouais. Elle va redonner de l'énergie vitale et de la force d'une façon très basique, très élémentaire. C'est du rouge, c'est du chakratamine. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est là qu'elle se porte. C'est pour ça que les dames qui ont un collier en rubis, excusez-moi mesdames, mais c'est pas là que ça se porte. Voilà. Parce que quand vous mettez du rouge sur votre gorge, vous fermez le chakra de la gorge. Alors, si c'est une femme qui papote beaucoup, mettez-lui un rubis, ça fera des vacances à tout le monde. Mais sinon, c'est pas là qu'on porte le rubis. Voilà. Ah, c'est très bon ça. Le rubis se porte en bague, en bracelet, ou même quand il s'agit d'un soin, avec un bout de sparadrap dans le bas du ventre au niveau du pubis. Maintenant, si tu prends une tourmaline, par exemple, moi je donne un exemple dans des tipoulimes de réflexologia, par exemple, tu prends l'énergie beaucoup des gens. C'est quelque chose qui tu reçois beaucoup d'énergie, qu'elle soit positive, négative, et la plupart du temps, elles ne sont pas toujours positives. La tourmaline, si je la prends avec moi, je vais la mettre où? Comment? Parce qu'on m'avait parlé de tourmaline, on m'avait parlé d'une autre pierre, l'ambre, je crois, ou je ne sais plus laquelle aussi. Oui, l'ambre, c'est une pierre de protection et ça agit sur les douleurs. Il y a une autre pierre qui agit sur les douleurs, c'est la malachite. Alors, j'essaye de vous la... je vous l'ai montré en gros là tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est une malachite brute. Et tu vas la mettre où? Tu vas la mettre sur toi, tu vas la mettre dans ta poche. Tu la poses à l'endroit qui fait mal. Tout simplement, le simple contact calme. Non, pour une protection des énergies, je te demandais. Alors, pour une protection des énergies, la tourmaline, moi, je n'utilise pas la tourmaline pour la protection de la personne. J'utilise pour la protection du mitram, de l'espace dans lequel on travaille. Pour repousser des énergies négatives, par exemple. Voilà ma tourmaline à moi. Voilà. Tu vois? Ouais. Sous forme de collier. Et tout, oui, je vois. Donc, on peut l'utiliser comme ça, mais je trouve que c'est dommage parce qu'elle est friable. Elle a un indice de 5 ou 6 et donc à un moment donné, elle va se casser.
Donc, ça ne se prête pas tellement à être portée parce que c'est dommage, quoi. Il vaut mieux la poser parce que de toute façon, même comme ça, elle va s'effriter. Par contre, il y a d'autres pierres qui se prêtent plus au fait d'être portées. C'est par exemple la labradorite. Donc, celle-ci est énorme. Oui, très, très bonne pierre, la labradorite. C'est une pierre, alors, elle est un peu chutzpanite parce qu'elle va pousser, elle va ouvrir les portes, elle va vous aider. En tant que thérapeute, elle va vous aider à réfléchir toujours un petit peu plus loin. Et du coup, elle va vous pousser dans vos limites parce qu'elle ouvre les portes là où vous vous seriez arrêté. Mais en contrepartie, c'est une pierre qui protège et qui vous empêche d'être contaminé par les pensées du patient, ce qui est important quand on fait. Ben oui, voilà. Donc, et plus, voilà, pour se protéger en tant que thérapeute, ça oui. Et une autre pierre que je vous montre s'appelle la Sujilite. Elle est violette foncée, je ne sais pas si vous la voyez. Alors ça, c'est vraiment la pierre du thérapeute. Parce qu'elle réduit les peurs, elle empêche effectivement que l'énergie du patient se colle à nous, que ce soit au niveau pensée ou au niveau physique, parce que ça arrive souvent qu'on sorte d'un soin avec les symptômes du patient. Donc, ça, ce sont des choses qui arrivent. Donc, très utile. Elle baisse l'hypertension, donc problème de tension. Voilà. Elle existe. Alors, il y a une autre forme qui est moins forte, qui s'appelle la stitchite, qui est là, qui est mauve, c'est assez joli, qui agit aussi sur le troisième œil, qui baisse la tension, qui calme les inquiétudes, les angoisses, qui apaise. Donc, très, très bonne pierre pour un thérapeute. Ça permet vraiment d'être... Comment elle s'appelle? Stitchite. Oui, Stitchite. Je vous enverrai la photo avec le nom. Et l'autre, celle d'avant? Celle d'avant s'appelle Sujilite en anglais, Sujilite en français. En fait, j'ai préparé une liste en fichier Word avec, voilà. Après, au fur et à mesure, comme c'est un fichier Word, vous pourrez rajouter ce que vous voudrez. Et au fur et à mesure qu'il y a des choses qui vous intéressent, vous pourrez les rajouter, garder le fichier pour vous. Il n'y a pas de problème. C'est aussi une Sujilite, voilà. Très intéressante à porter plutôt dans le haut du corps, c'est-à-dire soit sur le kissouille, comme ça, en broche, comme ça, soit je suis en train de préparer des espèces d'anneaux en céramique pour faire un petit collier et donc les garder sur le haut du corps parce que c'est vraiment, vraiment intéressant. Bon, il coûte un petit peu cher, mais franchement, ça vaut le coup. Il y a d'autres pierres qui sont intéressantes et qui peuvent tout à fait être utiles en tant que thérapeute. Par exemple, je vous montre celle-ci, un œil de tigre. Très utile, d'une part, c'est une pierre de protection, mais d'autre part, elle permet de relier le chakra de la base au chakra Keter, donc aux pensées. Donc, nos inquiétudes reliées à notre raisonnement, donc on arrive à avoir quelque chose de plus cartésien. Elle aide à se concentrer. Voilà, donc très utile aussi pour les enfants qui ont tendance à être un peu dans tous les sens et qui ont du mal à apprendre parce qu'ils n'arrivent pas à se poser. L'œil de tigre fait beaucoup de travail pour ça. Avant un examen, vous prenez un œil de tigre et vous le laissez sur la table d'examen. Je vous en montre un autre. Voilà. Et ça vous aide. Voilà, ma fille a passé son permis de conduire avec un œil de tigre dans la poche. Ça aide. Ça fait du bon boulot. Il y a d'autres pierres comme ça qui peuvent aider. Vous avez toutes les agates qui sont des pierres de protection. Voilà un exemple. C'est sans fin. Les agates, c'est un univers qui est très, très vaste. Il y en a qui sont absolument magnifiques. Peau de serpent et autres. Voilà, je vous montre celle-ci. Il y a vraiment, vraiment l'aspect d'une peau de serpent. Les couleurs sont belles. Et vous avez... Alors ça, c'est de la famille des agates. Wow. Ouais. Cornaline en français, carnelian en hébreu. Très utile pour renforcer le système immunitaire. Elle travaille sur chakratamine, c'est-à-dire au niveau du nombril, 5 cm en dessous du nombril. Elle fait des merveilles. Elle régularise tout ce qui se passe à ce niveau-là, d'accord ? Que ce soit au niveau du transit, que ce soit au niveau du système immunitaire, au niveau hormonal, au niveau de l'utérus aussi, parce c'est des distances qui sont très très courtes. Donc on l'associe au rubis par exemple pour les problèmes de règles douloureuses. On l'utilise aussi chez la femme enceinte. Cornaline. Cornaline en français, cornaline, carnéliane en hébreu. Très très belle pierre, vraiment qui redonne de la force aux gens qui sont épuisés. C'est ça qu'on l'utilise aussi chez les femmes qui vont accoucher parce qu'évidemment elles sont fatiguées. Bon, il y a d'autres pierres pour la fatigue.
Bon, c'est très, très vaste. C'est très, très vaste. Ouais. Ce qui est important, c'est qu'on essaye d'avancer de façon méthodique. Donc, on a dit pour purifier une pierre, la recharger, c'est de l'eau, 3 heures à la lumière du jour. Quand la pierre a travaillé beaucoup plus que prévu ou qu'elle est très sollicitée, on peut réduire l'espace entre deux purifications. Ça va être le cas du rubis qui nécessite 3 jours. Quand on fait l'association lapis-lazuli et marine pour les otites, il va falloir un set qu'on purifie et un set qu'on utilise et tous les jours on fait la rotation. Quand on utilise du jade pour les enfants qui se retrouvent, voilà, c'est là, qui se retrouvent avec une grosse jaunisse. D'accord? Tu parles du bébé? Ouais, le bébé. La jaunisse du nourrisson? Exactement. Alors, pour faire la Brit Mila en temps et en heure, voilà du jade. Ça existe en plusieurs couleurs. Et il suffit de lui en mettre un sur le creux de la main et un au pied. Et en 24 heures, ça lui... Voilà. Comment on fait la différence entre toutes les pierres en sachant que des fois, elles ont la même couleur? Au fur et à mesure, au début, tu prends des boîtes différentes avec le nom dessus. Comme ça, tu sais que tu ne te trompes pas. Et au fur et à mesure, tu t'habitues et tu découvres. Et voilà. Ça fonctionne. Moi, au début, il y a eu une fois un truc assez cocasse. Je me suis retrouvée avec quelqu'un qui était pilote d'avion. Pilote d'avion au Rwanda, sa femme en Israël, pardon. Et il était coincé au Rwanda. Il lui avait fait une prise de sang et ils ont découvert qu'il avait une hépatite C carabinée qui n'était pas du tout soignée. Et donc, il lui refusait de prendre l'avion, enfin, les commandes d'un avion, tant que son taux n'avait pas baissé. Et il lui donnait 15 jours pour le faire, sinon il serait mis à pied. Ce qui voulait dire que la femme se retrouverait parce qu'il était en freelance, en fait. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait plus aucune rentrée d'argent, une pression énorme. En plus, être coincé au Rwanda, c'est pas qu'on se fasse soigner comme on se serait soigné ici. Enfin, c'était compliqué. Et donc, j'ai préconisé, et je me suis trompée, au lieu de lui préconiser du jade, parce que c'était ce qui, logiquement, allait faire travailler le foie et le renforcer, je lui ai prescrit des rubis. Et le rubis, c'est contre l'impuissance pour un homme. Et il s'est retrouvé avec 2 rubis sur les mains et 2 sur les pieds. Il est revenu chez lui en super forme. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, au bout de 15 jours, ça s'était suffisamment rétabli pour qu'il puisse revenir en Israël et être pris en charge par un hôpital, un médecin, et comme il fallait. Donc, voilà. On aurait mis du jade, on aurait sûrement obtenu aussi de très, très bons résultats. Peut-être que si on avait fait jade et rubis, alors c'était encore mieux. Mais à voir. Voilà. Donc là, la malachite, au Fra pour les accouchements, au moment des contractions, tu mets un rubis, une malachite ou une chrysicola qui est comme ça aussi. T'as dit que le rubis, il fallait absolument l'enlever avant d'accoucher. Oui, mais tu peux le poser ponctuellement. Ça veut dire, pour accoucher, pour l'expulsion, elle ne peut pas se faire s'il y a un rubis. Ah, d'accord. D'accord? Mais avant l'expulsion, il y a du chemin. D'accord? Et alors, par exemple, pour l'accouchement, il y a des extraits de pierre qui contiennent du rubis et qu'on peut donner au moment où la main. Donc, il y a plusieurs extraits possibles, mais il y en a un pour redonner de l'énergie, pour redonner d'espoir, pour redonner confiance en soi. Et en fait, tu donnes au compte-gouttes et il y a une doula dans le groupe des pierres et elle disait que le plus marrant, c'est que régulièrement, le père, il en prend aussi. Donc, c'est la mère qui accouche. Je veux un rubis et du malachite pour demain. Malachite pour les contractions et chrysicola. Je veux tout pour demain. Tu veux tout pour demain? J'en ai. Je peux te préparer ça. Tu vas chercher ça chez mon mari au bureau? Oui. Ok. Je te prépare. Que je lui pose sur le ventre? Alors, voilà. La chrysicola avec la malachite, c'est pour. Tu repères l'endroit du début de la contraction, donc dans le dos. Ouais. Et elle a son rubis sur le ventre, en fait. Et au moment où la contraction commence et est très forte, tu poses. Donc, il te faut une malachite qui soit plate, donc comme ce que je t'ai montré. Voilà. Donc, tu poses la malachite et en fait, ça va absorber une partie de la douleur. Je ne dirais pas que ça fait une péridurale. J'ai pas accouché comme ça, alors j'ai du mal à en parler. Mais la doula que je connais l'utilise et elle dit que vraiment, il y a une vraie différence. Très, très grosse différence. Je te parle après. Ouais, c'est toujours pas de gagner. Et je te mets une malachite. Donc, je te prépare ça pour plus tard. Voilà. Donc,
quand on est amené à utiliser des pierres et qu'elles vont avoir des traitements qui vont être plus durs, par exemple, quand quelqu'un fait une chimio, alors on va lui donner une aventurine. Une aventurine, c'est comme ça. Et une aventurine et un quartz rose. Et on va lui demander soit de la mettre dans son soutien-gorge, soit de la mettre dans la main opposée à la main où on lui fait la perfusion. Ça va permettre de limiter les effets secondaires de la chimio, c'est appréciable. Mais évidemment, après la chimio, les pierres, elles sont tellement saturées de toute l'énergie, toute la souffrance qu'elles ont accumulée, qu'elles ont besoin d'un nettoyage en profondeur. Donc là, c'est pas sous le robinet qu'on va les passer. On va les enterrer pendant 15 jours. Et seulement au bout de 15 jours, on les ressortira pour pouvoir les utiliser. Oh, c'est magnifique. Voilà. La terre-mère, source, je ne sais pas comment on dit en français. Oui, la terre-mère qui purifie, qui renforce, qui redonne cette énergie de base. En fait, se connecter à la terre pour pouvoir retrouver son énergie et pouvoir s'élever. Alors qu'on a l'impression que pour pouvoir aller mieux, il faut s'élever. Non, pour pouvoir aller mieux, il faut d'abord se ressourcer, s'enraciner, s'ancrer, et à ce moment-là, on repuise l'énergie pour pouvoir s'élever à nouveau. J'aime beaucoup les pierres. C'est vraiment un univers qui est très intéressant. Voilà, donc ça, c'est le grand tour rapide que j'ai fait sur les pierres. Évidemment, chacune dans sa pratique va pouvoir utiliser les pierres différemment. Donc, n'hésitez pas à poser des questions plus spécifiques. Je pense que ce n'est pas en une fois qu'on peut faire le tour de toute façon. Il faudra revenir dessus et réexpliquer. Je pense qu'on a besoin principalement en tant que thérapeute, d'une part, de pierres de protection à laisser sur le bureau ou à côté du plan de travail, enfin à proximité, parce qu'on a besoin d'être protégé pour pouvoir continuer à travailler dans des bonnes conditions. Et aussi parce qu'on est humain, on a des émotions, on peut avoir de l'empathie, de la sympathie, ou au contraire du dégoût. Et il faut arriver à gérer tout ça et que ça nous permette de nous enrichir et non pas de nous appauvrir, parce que sinon on va y laisser des plumes. Donc déjà, au niveau de l'espace de travail, il faut des protections, mais après, il y a des protections qui vont être plus spécifiques, qui ne sont même pas des protections. En fait, la pierre, elle équilibre. Il suffit qu'on pose la pierre 20 minutes au bon endroit. En 20 minutes, elle a fait un travail d'équilibrage. Donc, le principe, c'est soit d'avoir un kit de 7 pierres correspondant à chacun des 7 chakras, et quand vous le sentez, vous vous allongez, vous mettez les pierres sur chacun des chakras, 20 minutes, vous ressortez toutes neuves. Sinon, vous avez des pierres qui sont plus grandes de ce type-là ou de ce type-là, qui ont l'avantage d'être bien prises dans la main, qui sont faciles à saisir et qu'on sent très bien quand on les pose. Et à ce moment-là, le même travail, mais avec des pierres beaucoup plus grosses. Il faut savoir que la pierre est tout aussi efficace qu'elle soit petite ou grosse, d'accord? Mais vous allez pouvoir, par exemple, si vous avez des patients, finissez votre soin avec équilibrage des chakras avec les pierres. Et donc, votre soin va être, il y a une synergie entre le travail de la pierre et votre soin, et donc ça va être décuplé. Le principe de la synergie, c'est que chacun travaille en augmentant l'efficacité de l'autre. Voilà. Alors, contre les gens anxieux, les gens qui arrivent avec la rasra comme ça, voilà le type de galet de rhodonite qui suffit de poser au niveau du cœur, en fait. Et ça absorbe, ça nettoie, ça fait du bien. Voilà. Il y a aussi, moi je l'aime bien celle-là, fluorite verte. Il suffit de la poser sur soi, au niveau du cœur, et ça donne l'impression d'un grand chewing-gum peppermint, mais au niveau de la respiration. Comme ça, tout à coup, on est soulagé. J'en parle et j'ai l'air frais qui rentre comme ça. C'est très imagé, mais ça fonctionne pas mal. Et puis, il y a tout ce qui est géométrie sacrée, c'est-à-dire que dans la nature, il existe des formes géométriques naturelles qui comment ont… ça s'appelle le point attends, c'est un nom. Attends, je vais te retrouver le nom. Bon. Donc ça s'appelle une ammonite. Et en fait, le simple fait de regarder sa structure géométrique qui est complètement naturelle, hein, elle est fossilisée, elle a été coupée en deux, mais c'est complètement naturel, eh bien, ça remet de l'ordre dans notre structure interne. C'est ce que je vous disais tout à l'heure pour les pierres en fonction de leur structure interne. C'est exactement ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions plus particulièrement? Moi, oui. Puisque dans la nature, on trouve des pierres sous forme
sur la terre, naturelle, quoi, l'entourage. Oui. Et que tous les végétaux extraient leur élixir, leur essence même, c'est-à-dire que les huiles essentielles des plantes et les roches sont toujours mélangées. Il y a des préparations qui font un chilouve. Est-ce que je peux prendre une pierre bien spéciale et déposer des huiles essentielles sur cette pierre et demander à la personne de la tenir sur elle et... Tout à fait. Tout à fait. Sans aucun problème. Simplement, quand tu utilises les huiles essentielles, tu vas travailler sur le système limbique et il va te falloir 22 secondes pour obtenir le message au niveau du cerveau. Oui, mais je n'utilise pas que le système limbique parce que quand je le pose sur la peau, ça traverse la peau, ça va dans le système nerveux et système sanguin. Donc, c'est les deux en même temps. OK. Donc, la pierre, elle va renforcer, elle va agir en synergie. Parce que les minéraux de la pierre traversent également la peau. De folie. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Voilà. Génial. Et toutes ces mamans ou vous avez des bébés proches de vous et vous voulez rendre un vrai service et aux bébés et à leur maman, et ben, quand ils naissent, vous leur offrez de l'ambre. C'est pour ça qu'ils font les colliers des bébés en ambre. Oui, c'est anti-inflammatoire, c'est magique. Ça empêche d'avoir... Ils vont faire leurs dents, mais... je vais vous montrer. Voilà. Bon, l'ambre, ça coûte assez cher quand même. Mais enfin bon, quand on groupe, on arrive à avoir des prix. Alors, le truc, c'est que ça, c'est pas sécurisé, d'accord? Donc, moi, je ne le donne pas à un bébé. Parce que j'ai toujours peur qu'il casse l'élastique et qu'il aille avaler une perle d'ambre. C'est pas... Je ne voudrais pas qu'il s'étouffe, d'accord? Mais il n'a pas besoin de porter l'ambre sur lui. Il suffit que l'ambre soit à proximité de lui ou de son lit. Donc, on peut le mettre sous le matelas, par exemple. Il n'a pas besoin de le voir. Et par contre, pour un bébé, oui, un bâtonnet comme ça en ambre, il n'y a pas de problème. Il peut se faire les dents dessus. C'est très, très dur, l'ambre. Par contre, attention, ça ne s'achète pas n'importe où. Il y a beaucoup, beaucoup de faux en ambre. Ils utilisent du plastique, tout simplement. Et comme c'est très léger, on a du mal à reconnaître. Alors, comment on reconnaît que c'est vraiment de l'ambre? Voilà. Vous avez vu? Il a brûlé et ça sent le pain. Pourquoi c'est cachour avec le pain? Mais c'est de la résine de pain. L'ambre, c'est la résine de pain? C'est de la résine de pain fossilisée. Voilà. Ouais, mais tu ne vas pas aller dans un magasin, mettre ton briquet, le mec, il va te regarder. Non, tout à fait. C'est pour ça qu'on ne se sert pas n'importe où. C'est ça. On ne se sert pas n'importe où. Il y a des endroits où on sait que ça a été vérifié. Mais sachez qu'il y a eu des grosses arnaques au niveau de l'ambre. Hein. C'est vraiment pas quelque chose... voilà. Soit on est en contact avec un fabricant, c'est-à-dire quelqu'un qui va extraire l'ambre. Et il y a beaucoup de réserves d'ambre en Russie, par exemple, en Ukraine, voilà. Tout ça. Je cherchais le mot de ton fossile, d'accord? Oui. C'est la structure parfaite dans le monde, ça s'appelle le nombre d'or, la structure fractale. Oui, tout à fait, qu'on appelle de façon générique la géométrie sacrée. Ouais. Voilà, donc l'ambre, plusieurs couleurs, utile. Là, je viens de l'acheter, j'attends qu'il arrive. Je l'achète carrément dans la Baltique. J'ai trouvé un fournisseur et il a des bons prix et j'ai mal au cervical. Donc, j'ai tout simplement acheté un collier en ambre, des petites perles d'ambre noires. Donc, ce n'est pas quelque chose de très, très volumineux. Et normalement, ça devrait suffire à faire passer ces douleurs. Donc, parce que je travaille beaucoup sur l'ordinateur, donc forcément, cervicales, elles s'en prennent un coup. Ça, je te montre la tourmaline rose. Ça les douleurs des cervicales, là, tu m'as... alors, écoute, je viens de le commander, mais je peux t'en commander un si tu veux, il n'y a pas de problème. Il y a des choses que j'achète en Israël, des choses que je fais venir du producteur. Au fur et à mesure, je finis par connaître des gens. Et quand je leur fais une première commande et que je vois que c'est du bon produit, je garde l'adresse et selon les pierres, je m'adresse à eux. Quoi. On ne trouve pas tout de bonne qualité ici. Des fois, il faut chercher un peu plus. Quoi. Voilà, ça c'est la tourmaline rose. Tourmaline rose pour les dépressions. Voilà. Et comme elle a des parties foncées, alors ça va agir aussi sur le bas du corps, c'est intéressant. Parce que du coup, ça va agir sur les peurs également. Ok. Combien ça coûte un petit bracelet d'ambre là que tu as montré? Faut compter 120 shekels.
Voilà. Mais si on les achète groupés, on peut obtenir des prix genre 80 shekels pièce, quoi. Ça permet vraiment de faire descendre le prix. C'est abordable. Voilà, on ne va pas en acheter 50, mais c'est abordable. Voilà. Ça, j'ai dû le payer quand même 180 shekels. Ouais. Voilà. Bon, mais il y avait le port aussi, hein. Ça vient des États-Unis, donc forcément, plus cher. Et on peut trouver de l'ambre comme ça à 20 shekels, quoi. On n'est pas obligé non plus de dépenser des fortunes. Ok. Sinon, il y a la solution d'acheter les perles. Alors, on n'aime pas. Moi, je vous mets en garde parce que dès qu'il s'agit de perles, on a beaucoup plus de risques d'être dans des pierres reconstituées. Ça veut dire que c'est fait à partir de poudre de la pierre réellement, mais ils y mélangent de la colle et ça permet de donner la forme qu'on veut. Sauf qu'une pierre qui est pleine de colle, je ne peux pas dire que ça ne fait pas d'effet, mais je ne sais pas jusqu'où ça en fait. Voilà. L'idée me gêne, mais ça ne veut pas dire que, d'abord, ça ne veut pas dire que toutes les perles sont faites. Voilà. Ça veut dire qu'il faut se méfier. On peut faire des bijoux. On va chez un bijoutier, on lui dit de faire un trou dans une perle, il nous met un anneau en or et on le porte. Alors, j'ai trouvé je contre le problème. Quand j'achète, plutôt que d'acheter des pierres, j'achète ce qu'on appelle des cabochons. C'est plat. Donc, c'est donc beaucoup moins lourd. Et comme on achète la pierre au poids, ça a tout son sens de la prendre beaucoup moins lourde. Et ce que je fais, c'est que, pour certaines en tout cas, je demande qu'ils me la percent. Parce qu'eux, ils sont équipés. Ouais. Et comme ça me permet d'avoir des pierres que je peux ensuite, je bidouille. Hein. Je ne suis pas une pro là-dedans, mais bon, je m'en sors quand même. Montrer. Mais tu es une artiste, alors ça va, ça passe. Bon, il ne faut pas regarder trop près, mais c'est pratique. Voilà. Donc là, par exemple, c'est une Peter Site, pierre de la famille de l'œil de tigre, mais qui est encore plus belle en fait, qui a encore plus d'applications. Donc, j'ai moi-même mis l'anneau et j'ai mis un cordon en cuir. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Voilà. Là, pareil, c'est une aigue marine avec de l'améthyste et de la lapis des cristaux. Voilà. Avec du fil de pêche et j'ai rajouté un fermoir. C'est pas de la grande bijouterie, hein, mais c'est pratique. Voilà, une gabbro avec du jade. Pareil, l'idée, c'est de la faire percer et après, on bidouille. Hein. Donc, quand on commande en Inde, en général, ils sont plus ouverts au niveau des cabochons et on obtient des pierres qui sont percées. Ou alors, je vais vous montrer une qui s'appelle la caroïte. Voilà. La caroïte, très très bonne pierre contre l'hypertension. Voilà. Moi, avec le diabète, j'ai tendance à avoir de temps en temps la tension qui monte et je ne veux pas rentrer dans le système des médicaments parce que je trouve que ça ne résout absolument aucun problème. Voilà. Et en plus, je pense qu'il vaut mieux s'occuper des reins. Et alors, ça, c'est quand elle n'est pas percée. Donc, je l'ai en pas percée pour pouvoir la poser et je l'ai comme ça en collier, de sorte que quand je vois que ça tape un petit peu, c'est qu'il faut la porter et ça suffit. Je n'ai pas besoin de tout. Voilà. Mais je surveille ma tension, hein, n'allez pas croire que je fais du n'importe quoi. Voilà. Ça veut dire que dans tous les cas, on ne se substitue pas au médecin. Surtout pas. Mais on peut faire plein de choses, vraiment plein de choses. Vraiment. Ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon. Est-ce qu'il y a des pierres qui sont spécifiques pour les yeux, pour une bonne synergie des yeux pour mon travail? Je vais te montrer. Alors, je vais te montrer. Voilà. Le saphir, il est rangé. Alors, le saphir, je sais que j'en ai des petits saphirs. Alors, évidemment, ils sont très petits parce que ça coûte très cher. Et de toute façon, on n'a vraiment pas besoin que ce soit très, très épais. Juste que je la sorte. Voilà. Il est là. Évidemment, c'est le dernier, parce que sinon, c'est pas marrant. Bon, j'espère que vous allez voir, parce que, évidemment, c'est petit. Alors,
vous avez le saphir. Je le pose comme ça sur ma main. J'espère que vous voyez. C'est tout petit bleu marine. Les saphirs ne sont pas forcément bleus, mais si on veut que ça travaille sur les yeux, il faut que ce soit bleu, bleu foncé. Donc, à ce moment-là, on va... voilà. On va se coller avec un sparadrap au niveau des tempes, parce que si on met sur les yeux, ça va nous gêner. Et par exemple, tous les soirs, dormir avec un saphir de chaque côté. Ça ne va pas résoudre votre problème de myopie, ça ne va pas résoudre votre problème d'astigmatisme, mais par contre, ça peut aider les problèmes de glaucome, ça peut aider à la santé de l'œil d'une façon globale. D'accord? Azurite également. Très, très bien pour les yeux. Voilà. Mais dès lors qu'on touche aux yeux, on va toucher également au troisième œil. Ça veut dire la capacité de voir ce qui ne se voit pas. Donc, il y a toujours un aspect rouhani, j'ai envie de dire, qui va avec. Est-ce qu'on est prêt à voir plus? Est-ce qu'on est prêt à mieux voir? Ça a aussi un certain confort. Hein. Donc, bon, et puis je vais vous dire, si on veut toucher aux yeux, il faut du temps. Il ne faut pas vous imaginer que c'est au bout d'une semaine qu'il y aura du résultat. C'est vraiment quelque chose sur la durée, parce que le globe de l'œil, c'est ce qui grandit le moins dans le corps. Donc logiquement, c'est très dense, très dur, et donc le changement sera forcément plus long. Il ne sera pas en une fois. Et les aimants, ça fait partie de la nature. Il y a la magnétothérapie. Oui, mais c'est pas de la lithothérapie. Ça rentre pas dans ce cadre-là. On utilise les aimants en sous-joc aussi, parce qu'ils augmentent la vitesse, enfin le flux de l'énergie. Et on a des super résultats. Il y a même des aimants naturels. Vous pouvez utiliser les feuilles des plantes comme aimants. Par exemple, pour la toux, il faut savoir que, je vais vous montrer. Voilà. Donc, en Sojok, on utilise des aimants comme ça, par exemple. La partie jaune montre le sens du flux. Alors, vous avez ici la projection des poumons. Et je vais mettre sur une main comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Donc, les poumons apparaissent ici, à droite et à gauche. Et si vous avez tendance à tousser voilà, vous vous étouffez, chaque fois que vous mangez quelque chose, voilà. Ce que vous voulez, c'est que ça puisse avoir un flux plus continu et plus régulier vers l'intérieur du corps. Vous prenez l'aimant que vous placez, alors c'est toujours sur une articulation. Donc, on le place au niveau du pouce, voilà. La pointe jaune vers le bas, puisque c'est le sens qu'on veut donner. Et à ce moment-là, au bout de 20 minutes, l'aimant a fait son travail. Parfois, il faut le laisser plus longtemps. Mais par exemple, pour les gens qui ont des problèmes de toux avec des sécrétions et ça colle, eh ben, il suffit de mettre l'aimant au niveau du nez, donc un peu plus haut. Et on donne, en fait, on donne le sens du flux qu'on veut renforcer et ça se fait tranquillement. On peut le faire avec un aimant, mais on peut le faire aussi avec une feuille ou avec une graine. Et à ce moment-là, il faudra utiliser le sens de la croissance. C'est-à-dire que vous avez dans la feuille, vous avez la tige, vous avez la pointe de la feuille. Eh bien, le sens va de la tige vers la pointe, puisque la feuille sort quand elle pousse. Et à ce moment-là, donc, le sens dans lequel vous voulez que ça aille, donc là, on veut que ça descende plus facilement. Alors, on met la tige vers le haut et on met la pointe de la feuille vers le bas et on met un sparadrap. Et ça va tranquillement faire son travail. Ma belle-mère a un asthme sévère. Régulièrement, elle descend cueillir des feuilles dans son jardin qu'elle se place sur les poumons à droite et à gauche et ça aide l'oxygène à rentrer. Et ça marche très bien. Et ça se fait pas à la place de ses inhalations. Mais quand elle a fait ses inhalations avec la cortisone, avec tout ce que vous voulez et qu'elle n'en peut plus et que ça ne suffit pas, eh ben, ça l'aide. OK. Une autre question. Oui. Une question ça va te paraître bizarre, mais pour moi, c'est des questions vachement importantes pour les huiles essentielles. Est-ce qu'il n'y a pas de radioactivité dans certaines pierres? Non, non. Il peut y avoir effectivement des matériels, enfin les métaux lourds, mais ils sont naturels. Okay. Ils sont naturels et c'est dans des quantités qui sont très petites et de toute façon, c'est dans la structure de la terre. Donc, il n'y a pas de... Je ne parle pas de ça, je parle de la radioactivité. Voilà. Maintenant, non, il n'y a pas de radioactivité dans les pierres. Il y a même des pierres contre les radiations. Alors, j'y vais doucement parce que contre la krina, donc c'est plus en termes de rayonnement.
peu de radiation. Le terme radiation est fort. Et là, il y a des pierres qui protègent du rayonnement, comme la shungite dont je vous ai parlé, comme la tourmaline dont je vous ai parlé, comme la sodalite. Alors, je vais vous en montrer une, ça ressemble à du lapis lazuli. Sodalite. Voilà. Voilà pour la sodalite. Et à ce moment-là, alors ça peut être vendu en pastilles que vous collez sur votre téléphone pour limiter le rayonnement du téléphone vers votre cerveau. Je ne sais pas si ça suffit, hein, très honnêtement. J'en ai une très grosse à côté de mon ordinateur parce qu'il y a le modem, il y a le tableau électrique, enfin, il y a un champ magnétique qui est assez fort. Ce sont des outils. Mais pareil, hein, il faut penser à les rincer, les recharger parce que sinon ils s'épuisent et c'est comme si on n'avait rien là. Super. Maman, super. Encore une question? Et puis on s'arrête? Moi, je voulais savoir pour tout ce qui était transit intestinal et digestion. Tu en as parlé un peu, mais je voulais un peu plus de précision. Alors, on a toujours la possibilité. Alors, par exemple, la topaze, là, j'en ai pas. Je l'ai commandée, j'attends qu'elle arrive. La topaze est une pierre excellente pour les problèmes de ballonnement. À ce moment-là, il faut en mettre une de chaque côté du nombril et elle absorbe tous les ballonnements. Donc, c'est très utile. On va pouvoir améliorer la digestion de façon générale, notamment grâce à cette pierre que je touchais là tout à l'heure. Alors, vous ne la voyez pas bien, puis alors là, on est de nuit, donc vous ne verrez pas plus non plus. Ça s'appelle une hyperstène. Il y a comme des rayures un peu plus claires à l'intérieur. C'est une pierre contre l'acidité de l'estomac, les reflux. Voilà. Mais il ne faut pas la porter en une fois, il faut la porter en continu. Et puis la purifier, la recharger. Voilà. Merci Esther. Il y a la citrine qui peut être utilisée pour améliorer la digestion de façon générale. Après, il faut voir quel est le problème en soi. Il y a des pierres carrément pour la maladie de Crohn. Oh, laquelle? Alors, c'est un ensemble de pierres, en fait. Et donc, Gila a fait un tamtit, un extrait uniquement pour ça. Ça marche très bien, très, très bon résultat. Hein. Les gens sont très contents. Donc, il y a un mélange de pierres contre la douleur, de pierres anti-inflammatoires, des calcites parce qu'elles vont absorber. Enfin, il y a plusieurs pierres dedans. C'est pour ça que je vous ai fait dans la liste des pierres, il y a ensuite la liste des extraits avec des intitulés et ça peut être l'occasion d'un autre Zoom où je vous explique ce que c'est exactement et pourquoi c'est. Elle est où la liste que tu as fait? Alors, j'ai partagé le fichier Word dans le groupe, je vais vous le remettre. Et ok, super. il vous suffit de le télécharger et après vous l'enrichissez de ce que vous voulez. Je ne vous ai pas mis de photos, vous pouvez aller sur Internet. Bon, je vous ai tout fait en français, sachant que tout ce que j'achète chez Gila, c'est en hébreu. Donc voilà. Il y a même récemment, elle a mis au point un tamtit qui s'appelle Cannabis et low cannabis. C'est-à-dire antidouleur, aussi fort que le cannabis, mais il n'y en a pas dedans. Et ça marche très bien. Sandrine, comment ça fonctionne ton truc? Je t'ai regardé ce matin la liste. Il y avait, Oui. il y avait tous les noms des pierres et ensuite il y avait des 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que c'était en fait? Je ne voyais pas le rapport entre la pierre et ce que ça faisait. J'ai pas réussi à comprendre quand. Non, c'est une liste. Alors, la liste, à la base, elle a été faite pour les kinésiologues parce qu'ils passent leurs doigts sur la liste et quand ça correspond à la personne, aux besoins de la personne, alors ils ont une réaction en termes de muscles. Donc, moi, ça correspond à ce que je fais en bioergonomie. C'est pour ça que j'ai organisé ça comme ça. Mais c'est sûr qu'en dehors des kinésiologues, la liste, elle ne vous est pas… Bon, c'est informatif, mais vous n'arriverez pas à l'utiliser comme ça. Donc, soit vous décidez de vous former sur le sujet, s'il y a un autre problème, à ce moment-là, il y a du boulot, il y a des choses qui sont prêtes ou que je prépare au fur et à mesure. Et soit simplement, c'est comme si vous aviez un catalogue de ce qui existe et au fur et à mesure que vous parlerez, vous pourrez enrichir les informations correspondantes à chaque mot que vous voulez développer. Et voilà. Mais les extraits, c'est un zoom en soi, quoi. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup à faire. Mais ça existe. Et, un extrait, ça coûte, si je ne me trompe pas, ça coûte 120 shekels le flacon. Et le flacon suffit pour 2 mois. Donc, ça revient à 60 shekels par extrait. Ce n'est pas non plus quelque chose de faramineux, quoi. Et on peut les garder 2 ans. Donc, vous voyez, ce n'est pas un investissement. Mais par exemple, dans les mélanges huile-pierre, il y a un mélange
maintenant elle a rebaptisé, qui s'appelle Dermofix, qui est fait à base de pierre antidouleur, pierre pour les problèmes de peau et huile d'olive. Il y a d'autres choses. Je n'ai pas retrouvé toutes les odeurs. Ça marche super bien. C'est antibactérien, antimycosique, y compris quand les mycoses sont mal placées, ce qui est vraiment très utile. Et il n'y a pas de contre-indication. Voilà. Une rougeur, vous mettez, ça s'en va. Une verrue, un champignon, des taches de la peau, les taches de pigmentation, ça s'en va. Alors, il faut tartiner, il faut en mettre, mais ça s'en va. Des fois, les douleurs musculaires, voilà, mon mari avait mal au niveau de la nuque. J'en ai mis juste un petit peu, ça l'a calmé tout de suite. Moi, ça me suffit plus maintenant. Au niveau des douleurs cervicales, ça me suffit. Mais alors, ça travaille comme un médicament, ça travaille le symptôme, mais ça ne guérit pas. En fait, si, quand tu as des mycoses, ça les guérit. Mm-hmm. Mais, de quoi tu parlais là Excuse-moi, je n'ai pas entendu. De quoi tu parlais là qu'est-ce que tu badigeonnes? C'est quoi? C'est une pommade? C'est quoi? En fait, c'est une huile à base d'huile d'olive et des pierres. Donc, comme on fait les extrêmes avec des pierres, j'aurais du mal à te dire ce qu'elle met exactement dedans. Je peux lui demander, mais ça ne va pas te parler plus que ça. En clair, c'est antibactérien, antimycosique, anti-inflammatoire. Et c'est particulièrement efficace sur la peau. Mm-hmm. Voilà, c'est en externe et c'est pour, d'une façon générale, les problèmes de peau. Mais en vrai, je vois au fur et à mesure que les filles en parlent, il y a encore plus de... Il faut juste penser à l'utiliser, mais ça fonctionne. Et en buccal, il y a des choses, il y a des pierres qui aident? Oui, tout à fait. Alors, en buccal, donc, tout ce qui est fluorite, donc je t'avais montré ça, c'est une fluorite. Voilà, ça aussi, elle est brute. Alors, la fluorite existe dans différentes couleurs, mais quand tu la laisses tremper dans l'eau, tu peux tout à fait utiliser cette eau pour faire des gargarismes et assainir ta bouche. Il n'y a pas de problème. Ah, ok. Merci, super. Après, si tu as un problème de saignement, il y a une pierre qui s'appelle pierre de sang, bloodstone. Et c'est une pierre qui est là pour renforcer Non, ce n'est pas des saignements, c'est des... je ne sais pas à quoi c'est dû, mais j'ai des brûlures dans la bouche, dans les lèvres intérieures, quoi. Ouais. Dans les lèvres, j'ai des brûlures en permanence et je ne suis pas en aucun dentifrice, rien du tout. Et j'ai rien qui m'aide jusqu'à présent, quoi. Tu peux essayer la fluorite. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je pense que la fluorite, de toute façon, ça fera un travail de nettoyage. Donc, ça ne peut pas être négatif. Maintenant, si c'est un problème d'hypersensibilité, c'est peut-être renforcer. Moi, je serais allée sur les reins. Ah. Renforcer le corps globalement. Ah. C'est-à-dire, ok, tu nettoies la bouche pour pas que ça s'infecte et pour entretenir, mais à mon sens, vu qu'il s'agit de la bouche et des dents, c'est comme de l'os, ça provient du chakra de la base, en fait. Je serais allée travailler sur les reins et renforcer le chakra de la base. C'est sûrement très fatigué. Ouais. Et voilà, j'aurais plus travaillé là-dessus. D'accord, super. Merci beaucoup pour tes conseils. Super. C'était super intéressant. Merci beaucoup. Bon, bien sûr, on a des quand tu fais, j'ai pas bien écouté pour le fluorite, quand tu fais comme ça, tu veux faire un extrait à partir de la pierre, combien tu mets d'eau et combien tu... Et un verre d'eau. Alors, une pierre de cette taille à peu près. Mais ça peut être un peu plus petit, c'est pas gênant. Et tu prends un verre normal. Trouve un verre où il y a un couvercle parce qu'on ne peut pas laisser un verre d'eau découvert la nuit. Ça pose un problème de casse-côte. Et donc, à bientôt, Ariel. Et donc, voilà, c'est juste ton équipement de base et tu laisses tremper. Et tu laisses tremper toute la nuit? Oui, tu laisses toute la nuit et au matin, tu utilises cette eau, tu remets de l'eau, tu recouvres et le lendemain matin, tu pourras à nouveau utiliser cette eau. Voilà. Et une fois par semaine, tu mets ta fluorite à l'extérieur, à la lumière du jour pour qu'elle se recharge. Parce qu'elle donne, mais il faut qu'elle se recharge. J'ai pas compris. La première eau que tu fais, tu peux pas l'utiliser? La première eau de 24 heures? Bien sûr. La première eau, tu peux, il n'y a pas de problème. Alors, pourquoi tu remets? Ça veut dire que tu rajoutes à partir de cet extrait, tu rajoutes parce de l'eau? tu vas utiliser cette eau pour faire un gargarisme. Pour la passer, pour rincer la bouche. Tu ne vas pas la remettre dans le verre. Non, cette ça, eau que tu vas utiliser, tu la jettes. Donc, il faut remettre de l'eau pour que ça se reconstitue. Ah, et tu remets ta fluorite alors? Exactement. Ah oui, d'accord. Donc, tu refais le même truc. Ok, j'ai le refais. Voilà, c'est juste le refaire, c'est tout. Ruthie, j'ai compris.
Ruthie, voilà. Ta pierre, tu fais ce qu'elle a dit. On la rince et puis on la met à l'air libre demain. Voilà. Ouais, il faut que je la retrouve. Je sais pas, je les ai mises. Ouais. Ok. Bon, bah super, c'était super, Sandrine. Merci beaucoup. Bon, Très explicite. Voilà. Sandrine, tu pars pas. Ofra, je te prépare des pierres, on se parle après. Et, non, mais ne ferme pas ton Zoom. On continue. Non, je vais le fermer parce que c'est enregistré. Ah, d'accord, ok. Mais ça a l'air... On se parle en FaceTime, d'accord? D'accord, ok. Super. Merci beaucoup et beaucoup d'athlètes à toi, en tous les cas. Merci, Sandrine. Merci, bye bye. Bonsoir tout le monde. Ofra, on se parle en FaceTime derrière. D'accord. C'est enregistré, donc je vous mets le lien tout à l'heure. Ok, super, merci.